Mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième épisode de notre saison 3 du podcast H2H Academy. On est dans le volet gestion d'équipe de vente maintenant parce que on s'est rendu compte que la majorité de nos mandats détournaient vers ça, qu'on le veuille ou non. Les entreprises manquent de structuration, manquent de standardisation au niveau de la gestion, ce qui rend tout le reste beaucoup plus difficile dans notre département des ventes. Puis aujourd'hui, je veux venir adresser un sujet quand même assez récurrent. Je vais parler des embauches dans le département des ventes. Les embauches particulièrement ratées qui nous font perdre du temps, de l'énergie, qui nous font ralentir dans la croissance de notre entreprise. Je veux vous partager des erreurs qu'on voit couramment avec des entrepreneurs, avec des entreprises, puis surtout vous donner les solutions concrètes pour arrêter de revivre ces mêmes embauches cauchemardesques qui font en sorte que vous n'arrivez pas à get the ball rolling puis avancer dans votre business. Donc, pour faire la prémisse, vous verrez mes super beaux Crocs si vous êtes en vidéo. Désolé s'il y a du poil là-dedans. On est au bureau en hiver, donc on met des Crocs pour pas tout salir. Donc, la prémisse de tout ça, c'est que dernièrement, c'est arrivé, je pense, 4 ou 5 fois dans le dernier mois, des entrepreneurs, des entreprises qui viennent nous voir en mode « Hey là, je veux que tu m'aides à trouver un vendeur. Je veux avoir quelqu'un de talentueux. Je veux avoir la bonne personne. » Puis mélangé à ça, on voit beaucoup de remote closer, on voit beaucoup le métier de vendeur qui je veux dire, prend de l'effervescence à cause des formations en ligne. Il y a beaucoup de gens qui forment pour devenir vendeur. On a même déjà essayé de faire ça. Échec monumental, on n'a pas voulu s'aventurer plus longtemps là-dedans parce que ça n'amenait pas les bons individus. Au final, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens sont un peu mélangés dans qui je devrais embaucher. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait en sorte que lui, il a un bon vendeur, moi, j'en ai pas? Alors qu'on sait que c'est le nerf de la guerre quand même quelque part. Hein? Si on a des bons vendeurs, si on a des gens talentueux qui sont impliqués dans notre entreprise puis qui souhaitent générer des bons clients, générer de la bonne business comme nous, on le souhaite en tant qu'entrepreneur, bien évidemment, ben ça change tout. Hein? Du moment qu'on a un département des ventes qui est stable, qui est mesurable, qui est standardisé, qu'on sait qu'on a juste à embaucher la bonne personne, le mettre dans le département, puis ça va bien aller, puis ça va générer des revenus, ça va générer des ventes, ben nous, en tant qu'entrepreneurs, on est capable de se concentrer ailleurs. On est capable de mettre nos efforts dans la production, de mettre ça dans le succès client, la standardisation de nos autres départements, optimisation des marges de profit. On peut mettre notre temps où est-ce que, je pourrais dire, notre zone de génie, elle est mise de l'avant énormément, alors que de toujours répéter cette même roue-là de recrutement, formation, échec, recrutement, formation dans notre département des ventes, ben ça ne nous avance pas parce que, bien évidemment, s'il n'y a pas de vente qui rentre, ça va être assez difficile de focusser puis de mettre notre énergie ailleurs. C'est notre pain puis notre beurre. Il faut qu'on aille des revenus, il faut qu'on aille de la croissance si on veut être capable d'investir dans le reste de notre entreprise, de donner des meilleures conditions aux gens avec qui on travaille, de pouvoir prendre l'expansion qu'on a besoin. On a besoin, évidemment, de revenus pour ça. Et ça part des ventes. Puis c'est pourquoi, d'ailleurs, je fais une parenthèse. Il y a beaucoup de business qui, quand on leur parle, sont en mode « Ah, je sais pas, je devrais faire ça en premier, je devrais faire ça en premier. » Moi, je vous pose la question. Si on règle les ventes, si on s'assure qu'on a un département, OK, je mets ça à la perfection, bien évidemment, mais qu'on a un département des ventes qui est capable de générer le nombre de clients qu'on met sur notre objectif là, en début d'année, si on a un département des ventes qui est capable d'apporter ses bons clients, pas juste des ventes, je pourrais dire, pour faire des ventes, mais bien des bons clients qui apportent de la business à long terme dans l'entreprise, qui apportent des références, qui apportent de la notoriété à l'entreprise. Après ça, est-ce que vous avez plus de plaisir à travailler dans votre entreprise? Est-ce que vous avez moins de stress à travailler dans votre entreprise? Est-ce que vous êtes plus aligné sur la croissance de celle-ci quand les ventes sont gérées correctement? Puis dans la plupart des cas, je dirais que la réponse à ça, c'est oui, parce que je sais, ça prend la production, ça prend les matériaux, ça prend tout le reste derrière. Mais si on n'a pas les ventes, puis si on n'a pas cette stabilité-là, quand on veut passer de 2 à 4 millions, de 4 à 8, les sauts sont très difficiles à prendre parce que si les ventes ne suivent pas puis que nous, on investit beaucoup, ben là, nos marges fondent au soleil, il ne reste plus rien à la fin de la journée. Puis
on doit revenir à la case départ, on doit reculer en arrière, on doit rapetisser l'entreprise, mettre des gens dehors, mettre des gens à pied parce qu'on n'a plus les moyens de subvenir à leur rôle. Donc, finalement, on a pris un pas par en avant pour prendre un pas par en arrière. Donc, de s'assurer qu'on est capable d'aller générer un pipeline, je veux dire, de valorisation, de clientèle, de capacité de générer des nouveaux clients en avant de nous, ben, ça vient sécuriser tout le reste de la croissance. Je reviens à mon sujet principal, les mauvaises embauches. Les embauches qui nous font suer. Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on règle ça? Le premier point que je vous dirais, c'est qu'il faut se regarder le nombril. Le seul dénominateur commun de toutes ces mauvaises embauches-là, c'est nous, malheureusement. Puis been there, done that, OK? Je vous parle pas de... je vous parle d'expériences vécues dans le passé. On a beaucoup de clients qui viennent en mode « Je veux la meilleure personne. Trouve-moi un bon candidat. » Mais je peux pas trouver un bon candidat puis le mettre dans un système, dans un environnement où il ne performera pas. C'est très important qu'on donne ces conditions-là quand on embauche. Mettons que j'ai un bon candidat qui vient, que je lui donne toutes les conditions, toutes les chances que ça se passe bien. Le département des ventes, contrairement aux opérations, contrairement aux ressources humaines, contrairement à la comptabilité, pas pour rien enlever à ces départements-là, mais c'est un département où est-ce qu'on doit mettre beaucoup plus de temps et d'efforts avec les gens pour développer les personnes parce que la courbe d'apprentissage, elle est plus longue que dans les autres. Hein? Si j'embauche quelqu'un pour mes opérations, souvent, c'est quelqu'un de métier, quelqu'un d'expérience qui le fait souvent et je suis capable de tester sa compétence quand même assez rapidement dans mes opérations. Alors qu'aux ventes, il y a beaucoup d'autres facettes à évaluer, c'est-à-dire on veut évaluer les compétences, le savoir-faire dans les ventes, comme est-ce qu'il y a un bon processus, est-ce qu'il fait les bonnes choses avec les clients, mais aussi on veut être capable d'évaluer le savoir-être. Est-ce que cette personne-là donne une bonne expérience à nos clients? Est-ce que cette personne-là fait en sorte que les clients vont rester? Est-ce qu'elle s'assure de rentrer des bons clients aussi? Donc, il y a tout ce volet-là parce que le vendeur étant commissionné, il pense à lui souvent aussi. Donc, ça a une influence dans la façon dont il va agir. Fait qu'il faut que tout soit coordonné ensemble. Donc, je reviens à mon histoire. Mais bon, on l'a vu 2 fois, là, le dernier mois. OK, je veux placer quelqu'un, je veux que tu me places quelqu'un, je veux que tu me trouves quelqu'un de bon. C'est tout le temps ça, mon bloquant, j'ai pas des bonnes personnes. OK, je comprends, mais avant ça, on va devoir aller regarder qu'est-ce qui se passe. On va devoir aller regarder pourquoi les embauches ne fonctionnent pas. Dans la majorité des cas, une chose qui est à faire, je pourrais dire, c'est de venir définir de façon vraiment plus spécifique les rôles et responsabilités de tout le monde dans le département des ventes. On le voit trop souvent que ton vendeur, ton représentant, va avoir à peu près 10 responsabilités différentes. Il va s'occuper de répondre au téléphone. Il va s'occuper d'appeler les anciens clients, de les renouveler. Il va s'occuper de prendre les soumissions entrantes. Il va s'occuper des médias sociaux en même temps de tout ça, parce qu'il y a des leads qui rentrent sur les médias sociaux. Il va s'occuper d'envoyer des courriels, hein, trouver une chaîne courriel qui va faire du sens, puis il va aider les clients à revenir vers nous. On lui donne plein de responsabilités qui vont faire en sorte que il peut devenir bon dans ça, mais la courbe d'apprentissage avant qu'il soit super bon dans chacune des responsabilités que tu lui donnes, elle vient décupler. Donc, ça fait en sorte que tu toi-même te sacs des bâtons dans les roues, ce qui fait en sorte que à la fin, 3 mois passés, 6 mois passés, ton vendeur n'a pas encore généré de revenus puis il t'a coûté de l'argent parce que tu lui as donné un salaire peut-être un peu trop élevé pour qu'est-ce que ça devait être, mais surtout, tu n'avais pas, le bon rôle responsabilité pour bien le développer. Fait que quelque chose qu'on recommande à tout le monde, c'est identifie qui tu as besoin. Hein? En fait, pas qui, mais c'est quoi que cette personne-là doit faire de façon spécifique. Si on a une personne qui, par exemple, moi, j'essaie toujours de donner 3 responsabilités maximum à un employé dans l'entreprise, pas un gestionnaire, mais un employé. Donc, par exemple, pour vendre, responsabilité numéro 1, répondre aux demandes entrantes, puis procéder avec ces clients-là. Responsabilité numéro 2, développer des nouveaux marchés. Donc, faire de la prospection pour booker des rendez-vous. Responsabilité numéro 3, entretenir son pipeline. Donc, s'assurer que ses follow-ups sont faits, s'assurer que tout est à jour, s'assurer que de sa prospection et des clients entrants, les deux, il tient ça tight, puis il s'assure qu'il n'y a rien qui glisse. Si je donne juste ces 3 responsabilités-là, puis je lui demande de mettre tout son temps et son énergie sur ça, ça va aller bien plus vite le temps qu'il devienne bon à faire ça. Donc,
faut faire attention à ça, puis souvent prendre un pas de recul. Des fois, on a déjà des gens en place, on a déjà quelque chose d'avancé dans le business. Excusez, j'ai cogné mon micro. Prenez un pas de recul. Prenez un pas de recul pour voir, OK, ben là, lui en fait peut-être un peu trop, lui, peut-être qu'on... Ça se peut que vous avez des changements pas nécessairement le fun à faire parce que des fois, d'enlever des trucs à quelqu'un ou de changer, c'est pas toujours idéal, mais ça reste que si vous le faites jamais, vous allez bâtir sur quelque chose de fragile. Puis si on veut grossir dans la business, si on veut de la croissance, bien, le département des ventes, il ne peut pas être fragile, il doit être solide, bien évidemment. Donc, ça, je dirais que c'est le premier point. Travailler sur les rôles et responsabilités, c'est vraiment quelque chose d'important et d'urgent à faire dans la majorité des situations. L'autre chose sur laquelle on veut travailler au sein du département des ventes, je dirais en priorité numéro 2, ben moi, j'aime beaucoup définir le persona. Persona de votre vendeur. Donc, c'est qui vous avez besoin aux ventes. Parce que souvent, on engage un petit peu au feeling. On engage avec « Ah, lui, il était vraiment bon, j'ai un bon feeling en entrevue. » Ou on engage avec « Ah, c'est un ami d'un tel, il me l'a référé, je le prends. » Fait qu'on va ajuster un peu le candidat, encore une fois, dans notre rôle responsabilité. Mais je reviendrai en arrière à définir vraiment c'est qui vous avez besoin pour combler ce rôle-là. Parce que c'est pas tous les postes en vente qui ont besoin du même vendeur, avec la même personnalité, avec les mêmes traits de personnalité, forces, compétences. On a des types d'entreprises où est-ce que le produit est le produit ou le service est à un niveau de complexité au-dessus de la moyenne. Ce qui fait en sorte qu'on a besoin de quelqu'un de doué dans ce domaine-là déjà. On a besoin d'un sales engineer, on va le dire comme ça un peu plus, quelqu'un qui connaît vraiment la mécanique puis qui va être capable de mettre les clients en confiance. Parce que je donne un exemple, si tu vends des produits robotisés à des entreprises un peu partout dans le monde, puis des robots à 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, puis que la personne, elle connaît absolument rien des robots. Elle peut être très, très bonne à bâtir les relations, elle peut être super bonne à mettre un contact avec les gens, à les prospecter, voire même. Mais ce qui arrive, c'est que quand va venir le temps de vendre, d'expliquer, de rentrer dans les détails, elle ne pourra jamais le faire d'elle-même. Elle va toujours avoir besoin de quelqu'un d'autre. Donc, tout dépendant de votre rôle responsabilité, ça va vous prendre souvent un sales engineer pour ce genre de produit-là parce qu'on veut quelqu'un qui est capable d'aller dans la technicalité puis de gagner la confiance du client par rapport à ses connaissances quant au produit ou au service. Alors que si la personne ne connaît rien, le client peut rapidement faire comme j'ai pas le goût d'acheter de toi parce que je suis pas en confiance dans le moment. J'ai pas l'impression que tu es capable de répondre à mes questions. J'ai pas l'impression que tu es capable de me donner la bonne information pour que je prenne la bonne décision et avec raison d'ailleurs pour ce client-là. Donc, il y a différents personas. Alors que, tu sais, si on vend, je vais dire quelque chose de plus simple, B2C, OK? Je vais mettre vraiment très simple, mais de la tonte de gazon, OK? Par exemple, j'utilise souvent cet exemple-là parce que c'est un service très simple pour n'importe qui, tout le monde le comprend. Donc, la tonte de gazon, si je veux vendre ça, j'ai pas besoin d'être un expert en tonte de gazon. C'est sûr, meilleur que j'ai des connaissances dedans, je peux être un peu plus fancy, aller closer sur des upsells peut-être que le client avait pas vu, mais ça reste qu'à la base, c'est du business to customer, toujours du H2H, faut pas oublier, human to human, mais c'est business to customer. Donc, ça fait en sorte que j'ai besoin de bâtir une bonne relation. J'ai besoin de mettre la personne en confiance. J'ai besoin de passer un bon moment avec la personne. J'ai pas besoin d'être un expert en gazon pour aller chercher un mandat avec ce client-là. Donc, c'est pourquoi dans ce type de persona-là, je vais avoir quelqu'un vraiment que ça va être sa compétence sociale qui va marquer beaucoup plus de points dans la candidature que ses compétences en gazon, par exemple. Donc, c'est super important de bien définir c'est qui notre persona, qui en a besoin. Parce que, puis je fais une parenthèse, mais avec justement tout ce qui se passe au niveau des remote closers, des vendeurs web, des gens qui peuvent vendre maintenant de partout, qui apprennent ce métier-là comme sur des cours en ligne, comme on l'a déjà fait d'ailleurs, ce qui n'était pas une bonne idée, je le répète, on a coupé ça assez rapidement. Ben, ça fait en sorte qu'ils se font vendre un peu l'idée « Ah, moi, j'ai suivi un cours, je suis super bon en vente, je suis capable de t'amener des clients, je suis capable de closer. » Mais au final, ces personnes-là n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs que vous, n'ont pas nécessairement la bonne personnalité pour le produit, le service que vous offrez, n'ont pas nécessairement ce bon fit-là. Ce n'est pas parce qu'ils ont une expérience ou une formation en vente qu'ils ont nécessairement les traits de personnalité qu'on va rechercher pour la bonne personne dans notre poste. Donc, ça m'amène à mon prochain point par rapport au persona. Il y a beaucoup d'erreurs d'embauche qui se font quant aux valeurs de l'entreprise.
on n'identifie pas correctement quelles sont nos valeurs. Quoique un exercice très simple à faire, probablement que vous les incarnez déjà, vos valeurs, mais il s'agit juste de les déterminer puis de les remettre un peu à la surface. Mais c'est super important que le candidat qui intègre votre équipe soit cohérent avec vos valeurs, donc avec celles des autres aussi qui font déjà partie du département, ou même pas nécessairement du département des ventes, mais des autres départements, parce que le vendeur va souvent avoir interaction avec d'autres départements, avec les opérations, avec l'administration, avec les RH, pour différentes raisons, mais il va être, tu sais, tout le monde doit se parler dans une business, donc tout le monde doit être sur la même vibe un petit peu. Si on a quelqu'un qui est vraiment champ gauche, ça va faire en sorte que votre culture, particulièrement dans le département des ventes, elle ne va pas bien se développer. Puis ça, c'est un autre enjeu à l'embauche. Mais on n'embauche pas basé sur justement la culture, on n'embauche pas basé sur les valeurs, sur la mission, sur l'impact qu'on veut faire. On embauche basé sur « Ah! C'est un candidat qui fait du sens, on va le mettre dedans. » Donc, il manque d'intelligence d'affaires dans nos embauches, dans le département des ventes, souvent, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve évidemment avec les mauvais candidats, qu'on doit les mettre à pied, qu'on voit qu'ils ne sont pas mobilisés, ils n'ont aucune motivation intrinsèque à participer à votre mission et à votre vision d'entreprise. Eux autres, ils étaient là pour la commission, par exemple, ou juste pour le salaire. Et ça prend plus que ça pour être capable de mobiliser un département puis de le rendre performant. Il y a plein d'autres choses alentour, mais ça prend plus que ça, bien évidemment. Donc, le candidat doit fitter avec vos valeurs. Je vais aller un peu plus loin dans l'embauche. Il y a définitivement des moyens de recrutement. Et ils ne sont pas tous bons. Il y en a plusieurs. La vérité, c'est que surtout puis là, je dis ça en 2026, ça ne sera peut-être pas le cas l'année prochaine, je ne le sais pas. Mais actuellement, en 2026, les candidats qui ne sont pas à l'emploi sont rarement les meilleurs candidats. Les gens qui recherchent activement du travail, bien qu'ils peuvent être compétents, il y a sûrement une raison pour laquelle ils ne sont pas à l'emploi actuellement, puis souvent, ça découle de, ils veulent des conditions particulières, ça n'a pas fonctionné pour telle raison à l'autre emploi d'avant. Je ne dis pas que c'est tous des mauvais candidats, mais ce que je veux dire, puis ce qui est le plus important, c'est que les meilleurs candidats, ceux que vous souhaitez aller embaucher dans votre entreprise, sont souvent des gens qui sont déjà à l'emploi. Donc, de faire du recrutement, je vais dire, via les plateformes de recrutement traditionnelles, Jobilico, Indeed, name it, il y en a plusieurs, on va s'adresser à un marché de gens qui recherchent activement un nouvel emploi. Donc, c'est pas toujours la meilleure façon de faire. Puis surtout, c'est que ça va être très drainant en énergie de recevoir des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de candidatures. On le sait là, quand on affiche sur ça, là, maintenant, encore une fois, je parle en 2026, là, janvier, février. C'est très pesant de faire un tri de tous ces CV-là. Donc, ce que je recommande toujours à ce niveau-là, c'est d'aller un peu plus en mode chasse de tête, en mode hunter dans notre démarche, quitte à, une fois qu'on a bien identifié le candidat, faire « Hey, il se trouve où ce candidat-là? C'est quoi qu'il fait en ce moment? C'est quoi sa job dans le moment là? Ah, il est en train de travailler là, il est en train de travailler là, il est dans telle entreprise, il fait ça. Parfait, on va aller le chercher. Il y a définitivement des conditions. Il y a définitivement quelque chose que vous allez proposer à cette personne-là qui va plaire à elle, qui va l'intéresser en fonction des conditions qu'elle a actuellement. Les gens, ils changent d'emploi, surtout aujourd'hui, pas que pour le salaire, mais bien pour les conditions alentour de ça. On recherche une certaine qualité de vie, on recherche une certaine liberté, parfois, d'autres fois, plus de cadrage, donc plus de structure. Ça dépend toujours des candidats, mais ce qui est important, c'est de bien définir votre offre. Tu sais, comme votre offre de produits puis de services dans votre business, elle a besoin d'être claire, elle a besoin d'être attrayante, elle a besoin de parler au bon persona, à votre bon client. C'est la même chose dans le recrutement. On a besoin de définir notre persona puis d'avoir une offre qui est claire puis qui démontre les avantages que vous offrez à ce candidat-là. Puis quand je dis les avantages, c'est pas juste vos assurances puis 2 semaines de vacances par année. C'est plus les conditions, l'environnement dans lequel il va se développer, les possibilités d'avancement peut-être, voire même de ce que vous offrez. C'est important de bien bundle votre offre et d'aller attirer les bons candidats avec celle-ci et d'éliminer ceux qui ne conviennent pas. Donc, j'ai passé sur des points quand même assez, importants de comment trouver justement les bons candidats, puis comment arrêter justement de faire ces mêmes erreurs-là dans le recrutement. C'est toutes des choses qui sont vraiment importantes, mais je passe au deuxième volet de ce podcast-là.
la structure qu'on va leur donner à ces gens-là. Il faut arrêter de s'attendre qu'un vendeur va venir sauver notre business. Vous devez être beaucoup plus structuré que lui. Vous devez être beaucoup plus compétent que lui dans ce que vous faites. Si vous embauchez quelqu'un en pensant qu'il va venir tout faire, tout structurer, tout mettre en place dans votre département, vous êtes mieux de sortir une couple de dollars de vos poches parce que quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui est très expérimenté. C'est quelqu'un qui en a vu d'autres avant, qui a déjà bâti des départements des ventes, qui a déjà monté ces structures-là dans d'autres entreprises, donc qui ne coûte pas une petite commission ou un petit salaire avec commission. C'est quelqu'un qui va te coûter très, très cher dès le début. Donc, ça devient un bon gamble d'embaucher une personne temps plein rapidement sans l'avoir connue. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va embaucher un vendeur qui, graduellement, va monter les échelons et va tomber au rôle de directeur des ventes parce que cette personne-là va avoir fait des pieds puis des mains pour l'entreprise, elle va s'être donnée, puis là, on voit son implication, puis là, on va la promouvoir au rôle de directeur des ventes. Mais avant de faire ça, ce qu'on veut en tant qu'entrepreneur, c'est établir le système, établir comment ça va fonctionner dans le département des ventes, standardiser les opérations, savoir exactement OK, parfait, j'ai un appel entrant, voici ce que tu dois faire. Le client, il a booké un rendez-vous, il ne s'est pas présenté, voici ce que tu dois faire pour le rappeler. Le client, tu ne l'as pas closé, voici les prochaines étapes après pour faire le follow-up avec ton client. Tu ne peux pas laisser les choses au hasard dans tes processus, dans ta façon de travailler, parce que ça va rendre justement l'intégration puis le développement des candidats impossible. Puis c'est pour ça que les mauvaises embauches continuent de se produire. Oui, parce qu'il y a les mauvais candidats dans les mauvaises chaises, bien évidemment, ça fait souvent partie de la solution de mettre ça en place, mais il y a une grosse partie de la solution qui est d'intégrer les bons systèmes dans notre département des ventes, de standardiser. Tu sais, les plus grandes entreprises de ce monde fonctionnent bien parce qu'ils ont des bons systèmes. Tout est une question de savoir qu'on peut se congédier, on peut venir sortir d'un département puis faire « whoop », il continue de fonctionner sans que je sois là. C'est ce qu'on cherche de chacun de nos départements dans l'entreprise. Probablement qu'il y en a plein que vous n'avez pas besoin d'être dedans. Vous avez juste besoin de superviser, faire « check, ça c'est beau, check, ça c'est beau ». Mais ça prend la même chose dans les ventes. Donc pour ça, c'est vraiment une question d'intégrer, je dirais, tous les bons systèmes dans ce département-là. D'ailleurs, nous, chez H2H, c'est quelque chose qu'on fait couramment avec les mandats qu'on a actuellement de structuration de département, gestion d'équipe de vente, formation, coaching des gestionnaires, des directeurs des ventes. C'est des choses qu'on fait souvent. Mais on vient intégrer ces bons systèmes-là parce que c'est pas rare que, il y a déjà des équipes en place, il y a déjà des choses qui ont été faites, il y a déjà des embauches qui ont été faites, mais ça ne se passe pas comme on veut. Les vendeurs ne sont pas alignés, les vendeurs ne sont pas mobilisés à faire leurs actions. Puis ça prend justement une panoplie, je vais dire, de procédures pour que tout fonctionne bien, pour que tous les petits... tous les morceaux soient connectés les uns dans les autres, puis que ce soit fluide dans votre département. Fait que, aujourd'hui, je vous ai parlé spécifiquement des mauvaises embauches, pourquoi ça arrive. Mais il y a plus que ça dans ça. Je pourrais rentrer dans chacun des systèmes qu'on travaille, mais ça va être éternel. Je reviendrai dans un autre podcast pour ça. Mais il faut que vous donnez les ressources aux gens pour qu'ils se développent. J'ai parlé du processus de vente. Mais ensuite de ça, ça prend les KPI. Il faut qu'ils aient leurs chiffres. Il faut qu'ils voient réellement est-ce qu'ils sont à bonne place, sont pas à bonne place. Puis vous, en tant que gestionnaire, pour les aider à se développer, vous devez avoir une visibilité sur les KPI. Vous devez avoir un système de communication, de cadence opérationnelle qui vous permet de faire des évaluations sur vos candidats. Parce qu'on voit des directeurs des ventes qui passent jour et nuit à répondre aux messages, à répondre au téléphone, être tout le temps en train d'éteindre des feux constamment, ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas en train de développer le playbook du département des ventes. Ils ne sont pas en train de standardiser, ils sont en train de travailler à éteindre des feux comme ça. On n'est pas optimal dans cette façon-là. Pour revenir à tout ça, si on veut faire des meilleures embauches, si on veut être capable de croître dans notre département des ventes, ça prend prioritairement les bons systèmes, les bonnes procédures,
tout notre temps en tant que gestionnaire ou entrepreneur, directeur des ventes, tout dépendant de votre rôle, doit être investi majoritairement dans la structuration puis dans la standardisation. Plus qu'on arrive à mettre du temps puis de l'effort dans ça, mais plus que tantôt on sauve du temps puis de l'énergie et qu'on fait des embauches beaucoup plus saines, beaucoup plus rapides au niveau du développement des compétences, ce qui fait en sorte que notre investissement au sein de notre département des ventes, que ce soit des salaires, des commissions, du temps, même du budget pour du recrutement, là, il y a beaucoup de gens qui investissent énormément là-dedans, ben, ça vient de beaucoup plus, intéressant d'investir à ce niveau-là dans notre département des ventes, alors que sinon, on a toujours l'impression de faire fuck it, si je vais recommencer puis c'est moi qui vais s'en occuper. On revient un peu à ce stade-là. Donc, pour ce deuxième épisode, je vais clore là-dessus. J'espère que ça va vous ouvrir du moins les yeux sur des solutions potentielles que vous pouvez appliquer dès maintenant dans votre département des ventes. Si jamais vous avez besoin d'un coup de main, si vous aimeriez avoir une évaluation, un petit audit, une analyse de ce qui se passe dans votre département des ventes, ou est-ce qu'il y a des lacunes ou du moins des manques à gagner, eh bien, ça va nous faire un plaisir de regarder ça avec vous. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur la page Facebook H2H Academy ou encore Instagram H2H.academy directement. On est là pour vous répondre. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter d'excellentes ventes. On se revoit dans un prochain épisode.